XVIIe siècle, le royaume de France, dont les frontières bougent sans cesse, est parsemé d'édifices religieux de toute taille, des cathédrales aux petites chapelles de campagne, et ce depuis le Moyen-Âge. Dans ces lieux, la musique est présente sous des formes très variées. Nous allons voir dans cet épisode comment la musique s'organise dans ces grands édifices. Nous allons aussi aborder la question de la formation des musiciens et puis découvrir ce répertoire largement méconnu et enfin partager avec vous quelques secrets de la composition musicale. Dans ces édifices religieux, pas de musiciens ambulants, mais des musiciens que nous allons appeler savants, dans le sens où ils lisent la musique. À propos, comment devient-on musicien au XVIIe siècle ? Soit par héritage, dans bien des cas, les musiciens sont eux-mêmes enfants de musiciens, et on trouve ainsi des dynasties de musiciens professionnels qui travaillent parfois dans les mêmes lieux, comme les couperins qui sont organistes à Saint-Gervais à Paris. C'est également souvent le cas des musiciens du roi qui, en tant qu'officiers, détiennent ce qu'on appelle une charge. Une charge, c'est un emploi que l'on achète et que l'on transmet ensuite de façon héréditaire. Ce peut être de père en fils, mais aussi de beau-père à gendre, comme ce fut le cas pour Michel Lambert et Jean-Baptiste Lully. Mais la transmission du savoir musical peut aussi se faire en dehors du cadre familial. Pour la musique profane et la lutherie, on trouve de jeunes musiciens en apprentissage auprès de maîtres. Comme dans beaucoup de métiers artisanaux, il existe des corporations de joueurs d'instruments. Pour la musique sacrée, le principal chemin vers la carrière musicale est l'intégration d'une maîtrise qu'on appelle aussi psalette. Parlons d'ailleurs plus en détail de ces maîtrises ou psalettes. On sait qu'elles sont rattachées à une cathédrale, une grande paroisse ou à une collégiale et qu'elles sont donc présentes partout dans le royaume. Mais qui chante dans ces maîtrises ? Les enfants de chœur sont uniquement des garçons, ils sont recrutés officiellement sur concours, mais officieusement il peut y avoir une cooptation. Il s'agit plutôt d'enfants de classe modeste dont l'avenir est ainsi assuré tout en soulageant leur famille. La formation est gratuite, elle commence à partir de 6 ans et dure entre 7 et 10 années. Cette formation elle est avant tout religieuse puisque les enfants sont d'abord là pour servir les offices. Ils étudient donc les textes sacrés, la liturgie et le cérémonial. Mais leur formation est également générale. Un maître de grammaire leur enseigne l'écriture, la lecture et le latin. Enfin, les enfants de la maîtrise bénéficient bien sûr d'une formation musicale. Ils apprennent à chanter et parfois à jouer d'un ou de plusieurs instruments, comme le serpent, le basson, l'épinette ou encore la basse de viol. Seuls les plus doués aborderont l'orgue et la composition. Ces enfants de chœur chantent les offices avec des adultes professionnels qu'on appelle les chantres. Ensemble, ils constituent le corps de musique. La fonction de la maîtrise donc des enfants, c'est de fournir une partie de dessus à la musique, c'est-à-dire de chanter la voix la plus aiguë de la polyphonie. Ils apportent aussi de la solennité dans les liturgies et un certain faste aux cérémonies des cathédrales. Enfin, ces maîtrises constituent des réservoirs de musiciens pour la musique de la cour, comme c'est le cas des maîtrises de Notre-Dame ou de la Sainte-Chapelle de Paris. Il existe aussi des témoignages de musiciens envoyés dans les provinces du royaume pour recruter des chanteurs afin d'alimenter les effectifs de la chapelle royale. À l'âge de la mue, les enfants de chœur quittent la maîtrise. Ils ont alors acquis un savoir-faire et une expérience reconnue, et pour la plupart, cela constitue une vraie progression sociale. Certains quittent la carrière musicale et deviennent simples bedeaux, clercs ou prêtres. D'autres poursuivent leur parcours musical et une bourse de départ peut leur servir à financer la suite de leurs études. Parmi ces derniers, la plupart deviennent chantres de paroisse ou copistes, parfois en complément d'une autre activité, et seulement quelques-uns entament une véritable carrière. Ce fut le parcours d'illustres compositeurs comme Marat Marais, Michel Richard de Lalande ou Jean-François Lalouette par exemple.
Revenons au lieu même. À quoi ressemble une cathédrale au XVIIe siècle? Les cathédrales qui ont été bâties tout au long du Moyen Âge ont subi au fil des siècles diverses modifications. Au XVIIe siècle, l'espace des cathédrales se présente donc un peu différemment d'aujourd'hui. La nef et le transept tracent la croix qui structure l'espace. Autour de cette croix peuvent s'organiser de petites chapelles en fonction des édifices. Le chœur est le prolongement de la nef au-delà du transept. C'est un espace clos et c'est la partie la plus sacrée. On y trouve le maître-autel, le lutrin et les stalles. Les stalles, ce sont ces rangées de sièges sur le pourtour intérieur du chœur où sont assis les chanoines. Certains fidèles dont le rang social le permet peuvent aussi assister à l'office à l'intérieur de ce chœur. Le jubé sépare le chœur du reste de la nef, souvent au niveau du transept, comme dans le chœur de la cathédrale d'Albi, même si, à l'issue du Concile de Trente qui induit l'idée d'une plus grande clarté, les jubés sont progressivement détruits. Le seul moment de l'office où un ecclésiastique sort du chœur et passe le jubé, c'est pour le sermon. Il monte en chaire au milieu de la nef auprès des fidèles. L'orgue se trouve généralement en hauteur, au fond de la nef, ou parfois au milieu et en nid d'hirondelle. En plus des sculptures et des éléments d'architecture, le décor est enrichi de peintures religieuses de grand format, comme celle qui m'entoure ici dans cette salle du Louvre. On trouve aussi des tapisseries, des tentures, des tapis, et beaucoup de ces ornements sont mobiles au gré du calendrier liturgique et des occasions extraordinaires. Les églises, cathédrales collégiales telles qu'on peut les voir aujourd'hui sont donc assez éloignées de leur apparence au XVIIe siècle. La présence de tentures, de tapisseries, de tissus, de tapis, de tableaux d'une part, mais aussi d'un jubé coupant l'espace entre le chœur et la nef, devait conférer à l'église une acoustique très différente de celle d'aujourd'hui. Les fidèles sont debout dans la nef, c'est-à-dire dans la partie la moins solennelle de l'église, où on entre et on sort en permanence. Il y a du bruit, des discussions, parfois même des animaux. Une dernière chose qui a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, c'est qu'en général, les fidèles ne participent pas à la musique de l'office. Celle-ci est confiée à ce que l'on appelle un corps de musique qui est seul à jouer et chanter. Ce corps de musique réunit les chanoines, le maître de chapelle, l'organiste, la maîtrise d'enfants, les chantres et enfin les instrumentistes professionnels. Alors comment est organisé plus précisément ce corps de musique? Au sommet de la hiérarchie, ce sont les chanoines. Ils constituent ce qu'on appelle un chapitre, c'est-à-dire une sorte de conseil d'administration de la cathédrale. Ces chanoines contrôlent tout. Ils nomment le maître de musique, ils recrutent les enfants, supervisent les finances, le quotidien, le règlement intérieur. Durant les offices, ils sont installés de part et d'autre du chœur, sur la rangée supérieure des stalles. Ils doivent également chanter durant les offices, même s'ils délèguent souvent cette fonction à d'autres ecclésiastiques en échange d'un revenu qu'on appelle bénéfice. En deuxième position du corps de musique se trouve le maître de musique ou maître de chapelle. C'est un prêtre ou un laïc, le plus souvent recruté sur concours. Il dirige la maîtrise et en est l'administrateur. Il supervise le quotidien des enfants avec l'aide d'une gouvernante, mais il est aussi en charge de leur formation musicale et vocale. Le compositeur Annibal Gantès conseille au maître de musique d'être courtois, civil, avenant, libéral et particulièrement doux envers les enfants. La réalité est parfois bien différente. Annibal Gantès se moque d'ailleurs aimablement de ces maîtres de musique qui, face à des chanteurs dont le niveau est trop faible, n'ont point de contenance dans l'action et se battent de cul et de tête comme une corneille qui abat des noix. Le maître de musique peut aussi être amené à composer de la musique pour les offices. On trouve tous les profils, depuis le simple artisan composant des œuvres sans originalité particulière, jusqu'au maître de musique dont la carrière l'amène finalement aux postes les plus enviés de la cour. On pourrait les comparer au métier d'ébéniste. Certains vont mettre parfaitement en œuvre le savoir-faire qu'ils ont acquis, ils copient des meubles, alors que d'autres se distinguent par de véritables chefs-d'œuvre.
Après les chanoines et le maître de musique, place à l'organiste. C'est lui qui tient le grand orgue les dimanches et jours de fête. Il peut aussi enseigner l'instrument aux enfants. Vient ensuite la maîtrise, c'est-à-dire l'ensemble des enfants de chœur que l'on a décrits précédemment. Pendant l'office, ils sont placés près du maître de chapelle, devant les stalles. Lors des jours de fête, le rythme est très intense. Les maîtrisiens sont mobilisés toute la matinée, une partie de l'après-midi et la soirée. Les jours ordinaires, le rythme est évidemment moins soutenu. Pendant l'office, ils chantent et certains parmi les plus âgés jouent parfois d'un instrument. En dehors des offices, leur temps est consacré à l'enseignement et aux répétitions. L'enfant de chœur qui montre des aptitudes peut espérer devenir un organiste réputé ou même un maître de musique recherché. Quand le chapitre de la cathédrale a davantage de moyens financiers, il peut engager des chantres, c'est-à-dire des chanteurs professionnels, qui sont d'ailleurs souvent d'anciens maîtrisiens. Ils peuvent être engagés à demeure, et on les appelle alors les bénéficiés, ou engagés ponctuellement, et on les appelle alors les gagistes. Ils viennent renforcer le plein chant des chanoines et chantent les parties vocales des polyphonies. Les chantres bénéficiés se placent dans les stalles du bas, tandis que les gagistes s'installent en général près du lutrin et se déplacent parfois dans le chœur. Enfin, les derniers qui composent le corps de musique, ce sont les instrumentistes professionnels qui sont engagés par le chapitre, à nouveau soit à titre permanent, soit en tant que gagiste. L'instrumentiste que l'on voit le plus souvent, c'est le joueur de serpent. Contrairement à l'orgue qui ne joue que les dimanches et fêtes, le serpent, lui, soutient le chant lors de tous les offices. D'autres gagistes peuvent jouer la viole de gambe, le basson ou encore le cornet. Dans l'église, comme les chantres et la maîtrise, ces instrumentistes vont se placer devant les stalles, autour du lutrin. La situation de ces musiciens est souvent précaire. Ils cumulent les emplois pour vivre convenablement, en donnant des leçons par exemple. Néanmoins, le clergé leur interdit de jouer au théâtre pour des raisons morales. Ils sont ainsi souvent contraints de sillonner la France de poste en poste à la recherche d'une situation plus stable. Mais le clergé a beau édicter des règlements stricts, il ne parvient pas toujours à maîtriser tous les paramètres. Les descriptions qui nous sont parvenues de certains musiciens d'église peuvent faire sourire aujourd'hui. On parle de tenues inappropriées, comme le port de la soutane pour jardiner, la fréquentation de mauvais lieux, les bagarres fréquentes, calomnies permanentes envers le clergé, etc., etc. Tout cela donne une bonne idée de la société qui compose ce corps de musique au sein des cathédrales où cohabitent ecclésiastiques, enfants en apprentissage et musiciens professionnels. A-t-on d'ailleurs une idée plus précise du nombre de personnes qui composent ces corps de musique ? Alors c'est très variable en fonction du lieu et des moyens financiers. Les corps de musique les plus modestes comptent entre 3 et 10 membres. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un maître de chapelle et au moins 2 enfants, auxquels s'ajoutent éventuellement 2 autres enfants, un organiste et 4 chantres. Les corps de musique les plus riches sont eux composés de 20 à 30 membres. Un maître de chapelle, un organiste, 6 à 10 enfants de chœur, une petite dizaine de chantres et des instrumentistes. Les fêtes extraordinaires, par exemple la fête du saint patron de l'Église ou les grandes fêtes du calendrier liturgique, les processions, un Te Deum, peuvent encore mobiliser davantage de musiciens.
En conclusion, il faut réaliser à quel point ce monde de la musique dans les cathédrales est hiérarchisé. On pourrait en quelque sorte comparer le parcours d'un musicien à celui d'un chef cuisinier aujourd'hui, c'est-à-dire de longues années d'apprentissage en partant de rien, un environnement réglé par des codes et des usages très stricts, et enfin la capacité à gravir tous les échelons et à manifester son originalité. Et uniquement les meilleurs d'entre eux obtiennent la reconnaissance des élites. Intéressons-nous donc maintenant à la musique qui était jouée dans ces cathédrales. Pour l'historien Bernard Dompnier, ce ne sont pas seulement des lieux d'interprétation, mais aussi des lieux de création, parfois les seuls dans certaines villes de province. Il y a 4 principaux types de musique dans une cathédrale française au XVIIe siècle. D'abord, le plain chant ou chant grégorien. Il existe depuis le Moyen-Âge et c'est la musique vocale de l'Église romaine. Elle est monodique, c'est-à-dire composée à une seule voix, et ce plain chant présente des variantes selon les lieux et les pratiques liturgiques. Le deuxième type de musique est celle résultant de la pratique d'ornementation du plain chant. Le troisième type de musique que l'on peut entendre dans une cathédrale au XVIIe siècle, c'est évidemment la musique d'orgue, qui alterne en permanence avec la musique vocale. Par exemple, si on prend le cas d'un cantique comme le Magnificat, les versets impairs sont chantés, alors que l'orgue joue seul les versets pairs. La plupart du temps, l'organiste improvise d'ailleurs sur les mélodies du plain chant de l'office. Par exemple, le plain chant que l'on vient d'entendre, écoutez comme on le retrouve note pour note dans cette pièce d'orgue de François Couperin. Dès le milieu du siècle, on voit cependant paraître un nombre significatif de livres d'orgue. Ils sont destinés à montrer ce que l'on peut pratiquer à une époque où les orgues évoluent beaucoup et s'enrichissent de nouveaux jeux. Ces livres servent alors à fournir des pièces aux personnes qui ne savent pas improviser de façon suffisamment brillante. Leurs auteurs sont André Raison, Nicolas Lebègue, Nicolas de Grigny, François Roberdet, Guillaume Gabriel Niver et bien d'autres. Je vous propose de rencontrer le facteur d'orgue Quentin Blumenruder pour parler avec lui du répertoire, de l'instrument, de son fonctionnement, de sa formidable palette de timbres et de comment il se transforme au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle a vu une grande évolution dans la facture d'orgue, puisqu'on est venu de la Renaissance avec un instrument imitant le consort, qui était la forme instrumentale la plus connue, allant vers une définition du récit. L'instrument est donc devenu beaucoup plus soliste, les couleurs ont changé et surtout on a abandonné le caractère polyphonique au profit du caractère chantant de l'instrument. Pour ce faire, on a opté à l'origine pour des tailles très étroites, afin d'obtenir une grande polyphonie qui permettait de jouer des polyphonies à 6 voix tout en étant perceptible chaque note.
pour enfin arriver, comme je disais, à des sonorités très chaudes, très chaleureuses, à la fin du XVIIe siècle. On peut dire que cette charnière au XVIIe siècle s'est faite en partant de Rouen, sous l'influence de Tite-Louz, dans les années 30 à 50, donc 1630-1650, c'est là qu'on passe d'un monde à l'autre. Et c'est assez important dans l'histoire de la facture d'orgue de voir qu'il y a eu un changement aussi important et aussi rapide dans une période aussi petite. Le quatrième et dernier type de répertoire, c'est la musique polyphonique, c'est-à-dire composée à plusieurs voix. Dans la pratique, elle est moins fréquente que le plein chant et elle est souvent associée aux fêtes les plus solennelles. Il s'agit la plupart du temps de messes, de pièces pour les vêpres ou de motets composés pour les saluts au Saint-Sacrement. C'est cette musique polyphonique que l'on retrouve dans les livres de messe, ces partitions en grand format qui permettent aux maîtrisiens, chantres et aux instrumentistes de lire la musique debout autour du lutrin. Toutes les voix de la polyphonie figurent séparément sur chaque double page, les voix de dessus étant d'ailleurs souvent placées en bas pour que les enfants puissent les lire. Ces livres de messe servent de référence aux maîtres de musique, aussi bien comme répertoire à utiliser que comme modèle de composition. Ils connaissent un certain succès et la maison Ballard, qui est le grand éditeur parisien de musique du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe, en édite et en réédite en quantité. Diverses manières d'interpréter cette musique ont probablement cohabité. Par exemple, la musique de Charles Delfer, qui date des années 1650 et que l'on entend en ce moment, peut être jouée soit à l'ancienne, c'est-à-dire à voix seule ou doublée par des instruments, soit avec une basse continue, soit encore dans une version peut-être plus solennelle, comme le suggère Brossard, en y ajoutant des préludes ou intermèdes pour les instruments qu'on appelle des symphonies. Maintenant que l'on a passé en revue les 4 types de musique qu'on pouvait entendre dans une cathédrale au XVIIe siècle, le plein chant orné, la musique d'orgue et la musique polyphonique, il faut savoir que très peu de partitions nous sont parvenues. D'abord parce que beaucoup de musique était improvisée et aussi parce que l'on pratiquait en priorité une musique quotidienne, sans volonté particulière de la conserver. Ensuite, la faible quantité de partitions aujourd'hui vient également de la manière dont les maîtres de musique copiaient leurs œuvres au XVIIe siècle. Depuis le moment de leur formation, ils se constituent un recueil de certaines de leurs pièces qu'ils transportent avec eux de poste en poste. Les partitions voyagent donc au gré des mutations des maîtres de musique et cette circulation augmente le risque de perte du recueil, ce qui ajoute au fait que l'on dispose de peu de sources aujourd'hui. Quant aux grands manuscrits qui nous sont parvenus, il est possible qu'ils soient liés à la tradition des puits de musique. Ces puits de musique sont des concours de composition dont l'origine remonte au XIIIe siècle. Par exemple, l'un des principaux manuscrits pour ce répertoire des cathédrales est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France et s'appelle le manuscrit des Lauriers. Selon le musicologue Jean Duron, le manuscrit des Lauriers serait en réalité un recueil de compositions récompensées lors de ces puits. Le répertoire des cathédrales est un univers largement méconnu des mélomanes d'aujourd'hui. Mais la musique qui nous reste montre une variété étonnante et une créativité qui bouscule des règles pourtant très fortes et un monde sonore complètement fascinant. Je vous conseille d'aller écouter la musique de Sage du Corroy, d'Antoine Boësset, de Nicolas Formet, de Guillaume Bousignac, d'Étienne Moulinier, mais aussi de maîtres moins connus comme Innocent Boutry ou Charles Delfer. Nous vous proposons maintenant d'aborder quelques aspects plus techniques qui sont spécifiques de la musique française du XVIIe.
Une des spécificités de l'écriture musicale en France au XVIIe siècle consiste dans la répartition des voix. Nous avons l'habitude que la musique vocale soit composée à 4 parties, de la plus aiguë à la plus grave, soprano, alto, ténor et basse. Mais en France, au XVIIe siècle, les cathédrales n'employant que des hommes et des garçons, la musique vocale est généralement composée à 5 parties. Toujours du plus aigu au plus grave, dessus, haute contre, taille haute, basse taille et basse contre. La ligne la plus aiguë est chantée par les dessus, qui sont les jeunes garçons de la maîtrise, auxquels s'ajoutent parfois des dessus muets, c'est-à-dire des hommes adultes qui utilisent une technique particulière appelée fausset et qui leur permet de chanter la voix de soprano. Attention, il ne faut pas confondre ces dessus muets avec les castrats venus d'Italie, dont la voix aiguë est le résultat d'une opération chirurgicale lors de l'enfance. À ces voix de dessus s'ajoutent les voix des chantres, donc seulement des hommes. Et je vous le disais, ce sont les hautes contres, taille haute, basse taille et basse contre. Chaque voix est identifiable par la clé utilisée sur sa portée et on note d'ailleurs que l'équilibre du nombre de chanteurs entre pupitres n'est pas systématique, bien au contraire. Généralement, on assure l'ampleur des parties de basse, vocale et instrumentale, de sorte à construire un socle sonore qui permet de faire ressortir de façon limpide les voix de dessus des enfants. Les parties intermédiaires sont ainsi souvent moins fournies en nombre de chanteurs. La fluctuation des niveaux et des âges des enfants dans la maîtrise rend les effectifs de dessus variables. Passons maintenant à 3 autres spécificités de l'écriture musicale de cette époque. C'est un peu technique, mais on va essayer d'être clair et concis. On va parler des modes et du style, mais aussi, et commençons par cela, du contrepoint. Le contrepoint est un système de composition musicale séculaire qui consiste à superposer plusieurs lignes mélodiques. Chacune des voix a une logique qui lui est propre et ces voix se répondent entre elles par imitation. Alors, ces imitations peuvent prendre différentes formes. Par exemple, une autre voix dit la même chose que la première, mais à une hauteur différente, ou répète la même phrase, mais en démultipliant les valeurs rythmiques, etc., etc. Les possibilités sont quasi infinies. La superposition de ces lignes engendre des harmonies. La logique de ces compositeurs est donc une pensée horizontale de la composition, et cela reste le cas tout au long du XVIIe siècle. En réalité, jusqu'à ce que Rameau théorise une idée verticale de l'harmonie, et ça, ce sera au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle en France, les compositions s'inscrivent dans un mode. Un mode, c'est une échelle mélodique constituée d'une succession prédéfinie de tons et de demi-tons. Au sein de cette échelle, certaines notes sont plus importantes que d'autres. Celles qu'on appelle la finale et la teneur sont 2 notes pivots autour desquelles s'organise la composition. Il existe au total 8 modes qu'on appelle aussi les tons d'église. Ils servent de guide aux compositeurs en leur garantissant un lien avec la tradition et servent de canevas pour permettre un enchaînement fluide entre leur composition et les pleins chants qui sont eux aussi basés sur ces modes. Le langage musical évolue cependant tout au cours du XVIIe siècle et les compositeurs tentent à simplifier les modes, puis finalement à s'en éloigner. Un exemple en ce sens est l'apparition progressive dès 1650 de la basse continue, c'est-à-dire un système d'accompagnement par les instruments polyphoniques comme l'orgue, le clavecin ou le théorbe. Ces instruments improvisent d'après des chiffres placés au niveau de la ligne de basse de la partition, et ces chiffres constituent un code permettant aux interprètes de jouer l'harmonie correspondante. Cette basse continue se retrouve aussi dans la musique profane.
Passons maintenant au style. Au XVIIe siècle, l'usage du contrepoint est relativement strict, c'est-à-dire qu'il se conforme aux règles de composition existantes et au mode dont nous venons de vous parler. La musique offre donc peu de dissonances, qui sont considérées comme trop audacieuses par le clergé. Néanmoins, certains compositeurs dont le talent et la notoriété autorisent quelques audaces ne s'en privent pas. C'est le cas d'Étienne Moulinier, par exemple. Ces dissonances sont de plus en plus appréciées au fil du siècle pour leurs nouvelles possibilités expressives. Enfin, on trouve dans le répertoire des cathédrales des influences étrangères, celles de l'école franco-flamande du XVIe siècle, avec un équilibre entre la science subtile de l'écriture et l'expressivité, mais aussi des influences méridionales, et notamment italiennes, comme chez Antoine Boesset, Guillaume Bousignac ou Étienne Moulinier, chez qui les dissonances évoquent l'art du madrigal. Pour terminer avec de la musique, je vous invite à aller écouter en annexe 4 œuvres qui vous feront entendre l'évolution du style de cette musique religieuse des cathédrales entre 1600 et 1665, la messe de Requiem de Stage du Corroi, un tédéum du manuscrit des Lauriers, les litanies d'Étienne Moulinier et le motet Super Flumina Babylonis d'Henri Dumont. La pratique du col aparté, qui consiste à doubler les parties vocales avec des instruments, est très fréquente et largement attestée par des témoignages ou par l'iconographie. En premier lieu, le serpent dont nous avons déjà parlé soutient les voix. Il double le plein chant ou la partie de basse d'une polyphonie. La viole et le basson peuvent également renforcer la partie de basse, alors que le cornet double la partie de dessus. On note d'ailleurs qu'au début du XVIIe siècle, lorsqu'on n'a pas assez de chanteurs pour exécuter une polyphonie, les instruments ne jouent pas les voix manquantes, mais restent dans leur rôle de doublure et soutiennent les chanteurs en jouant la même ligne qu'eux. Peu à peu, à partir du milieu du siècle, les instruments s'émancipent de ce rôle pour jouer également des symphonies instrumentales, comme on peut en entendre dans les grands motets à la cour. Le clavecin et l'épinette étaient sans doute exclusivement réservés à la maîtrise pour l'enseignement. On peut donc se demander qui jouait la basse continue. Il n'existe pas une seule réponse à cette question, mais plusieurs indices pour les interprètes d'aujourd'hui. On peut par exemple évoquer ici les cabinets d'orgue, c'est-à-dire des petits instruments construits sur le modèle d'un grand orgue, mais n'offrant que quelques jeux. Ces cabinets peuvent prendre la forme de petits coffres ou d'orgues de salon. Ils sont probablement plus sonores et plus volumineux que les orgues positifs que l'on trouve aujourd'hui dans l'accompagnement de la musique baroque. Ces cabinets d'orgue jouent la basse continue dans le chœur de l'église, mais ils peuvent aussi être mobiles. On les utilise pour des occasions spéciales, dans le cadre de processions et d'installations particulières. On n'en sait pas tellement plus sur ces instruments aujourd'hui, donc avis aux facteurs d'orgue et aux chercheurs. Le dernier instrument dont on n'a pas encore parlé, et qui pourtant est l'instrument roi, c'est le grand orgue. Lui n'accompagne pas les chanteurs, il joue seul la musique d'orgue dont nous avons parlé, et dispose d'une palette de timbres qui s'enrichit considérablement au fil du siècle. Ce qui est passionnant avec l'orgue, c'est que les modèles qui nous sont restés nous donnent de précieux indices pour comprendre à quelle hauteur et comment les instruments étaient accordés à l'époque. Pour aborder ces questions de diapason et de tempérament, nous avons invité le facteur d'orgue Quentin Blumenroder. L'interview complète se trouve dans les suppléments de cet épisode. On ne peut parler de l'évolution de l'orgue sans parler de la façon de les accorder, ce que l'on appelle le tempérament. Je vais essayer d'aborder de manière simple la façon dont on pouvait accorder
au XVIIe siècle, puisque l'on avait de tout temps différentes façons d'accorder et différents diapasons. Les façons d'accorder, en fait, c'est la manière de répartir dans une octave entre deux Do les différentes notes que l'on peut répartir à marche égale, comme c'est le cas dans la musique moderne, ou bien de façon inégale pour favoriser certaines parties de l'accord. Au XVIIe siècle et encore au XVIIIe siècle, et d'ailleurs à la Renaissance aussi, on a cherché à favoriser les tierces. Les tierces avaient la particularité, lorsqu'elles sont pures, de créer une fréquence à la double octave inférieure. Ce qui fait que lorsqu'on plaquait un accord avec une tierce pure, on entendait l'accord naturel, mais on entendait aussi deux octaves plus graves. Et donc ça donnait une profondeur aux instruments. Et puis la tierce pure a cette particularité de se projeter plus vite dans les grandes acoustiques. Et donc encore une fois, ça participait au caractère polyphonique des instruments. Ça faisait en sorte que les sons se mélangeaient moins. Il est donc beaucoup plus facile d'écouter un instrument accordé avec des tierces pures que comme aujourd'hui avec des tierces qui sont plus grandes et qui battent. Peut-être aussi dire un tout petit mot sur les diapasons. Ils étaient très fluctuants. On va de 370 sur un orgue historique de 1766 en Alsace à des diapasons très hauts, 460, qui étaient très courants. Le XVIIe siècle, en tout cas dans la région de Rouen, on était autour de 400, 407. Voilà. Je vous propose maintenant d'ouvrir grand vos oreilles et d'entendre comment tous ces sons se mélangeaient dans l'espace. Dans la cathédrale, la musique provient de 4 points. Les stalles du chœur, où sont donc les chanoines, le lutrin au centre du chœur, où sont la maîtrise, les chantres et les instrumentistes, parfois d'en haut ou devant le jubé pour certaines occasions, et enfin du grand orgue, situé au fond de la nef la plupart du temps. Il faut garder en tête que ces plans sonnent alternativement, mais jamais ensemble. Cependant, à la fin du XVIe siècle, le Concile de Trente préconise une réorganisation de la liturgie dans le but de rétablir la discipline dans les milieux religieux, de magnifier les cultes et de convaincre les fidèles. Les effets de mise en scène sont donc recherchés dans la musique. Cela passe par des processions qui existent depuis le Moyen-Âge, y compris à l'intérieur de l'Église, mais dont la pratique s'intensifie au XVIIe siècle. Cela passe également, avec des compositeurs comme Eustache du Corroy et puis Nicolas Formé, par des recherches autour du double chœur. En France, les deux chœurs sont probablement disposés côte à côte, contrairement à ce qu'on pouvait voir à Venise ou à Rome où ils étaient éloignés l'un de l'autre. Il est assez probable que les deux chœurs ne soient pas non plus égaux en termes d'effectifs. On retrouvera cette logique plus tard dans le Grand Motet. Enfin, on trouve même des témoignages de mise en scène, ici et là, notamment dans le sud de la France, avec des colombes descendant des lustres, des enfants déguisés, etc., etc. Le théâtre et la danse n'ont jamais complètement disparu des églises. Beaucoup d'éléments restent à découvrir sur cet aspect de la disposition de la musique dans l'espace. Certaines œuvres alimentent elles-mêmes la réflexion. C'est le cas par exemple de la fabuleuse messe à 4 chœurs de Marc-Antoine Charpentier, à laquelle le compositeur adjoint un schéma de spatialisation. Comment a-t-elle pu être jouée dans un lieu religieux ?